qu'est-ce qu'un estuaire par définition? Tout simplement, c'est l'eau douce qui rencontre l'eau salée. Cette rencontre des deux donne de l'eau qualifiée de saumâtre. Et non de l'eau saumâtre, il y a du sel. Et vous le savez peut-être, le sel s'avère être un élément agressif. Donc toutes les plantes qui sont devant vous, qui vont pouvoir se développer sur les molières, elles sont toutes bien évidemment adaptées pour résister au sel. Et ces plantes, on les regroupe dans une famille, on va les surnommer des plantes dites halophiles. Littéralement, elles aiment le sel. Il y en a une que vous connaissez peut-être, en tout cas, la salicorne. C'est une des plantes qu'on peut trouver sur les molières et qui peut se consommer de différentes manières. Des plantes, du sable, de la vase, de l'argile, des points d'eau, zone intéressante surtout pour les oiseaux. Effectivement, en baie de Somme, nous avons beaucoup d'oiseaux. Et la plupart des oiseaux qui fréquentent le littoral picard, on va les qualifier d'oiseaux migrateurs. Alors qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? C'est un oiseau qui va se déplacer, par définition. Et ce, entre des zones de nidification et des zones hivernales. Et nous, ici, on est privilégiés. On est sur un axe migratoire. Imaginez-vous qu'à certaines périodes de l'année, printemps, automne essentiellement, on a des flux migratoires conséquents. Les oiseaux survolent la baie de Somme, s'arrêtent ici, avec deux objectifs recherchés. Et ça, on le fait tous les jours, nécessairement, pour vivre et se reposer, mais aussi pour reprendre des forces. Et pour reprendre des forces, il leur faut nécessairement trouver de l'alimentation. Cette alimentation, qui pour les oiseaux est composée d'invertébrés, ils vont la trouver essentiellement entre le sable et la base. Donc vous êtes en face d'un immense restaurant pour les oiseaux migrateurs. C'est ça qu'ils mangeaient, les mouettes? Qu'est-ce qui se trouve dans le sable, dans la base? Les goélands, c'est ça qu'ils mangeaient? Éventuellement, des crustacés, des crabes, des crustacés, des vers essentiellement, des vers de sable et des vers de base. C'est extrêmement riche dans certains endroits. Pour vous donner un ordre d'idée, on a certains crustacés, c'est plusieurs dizaines de milliers sur un mètre carré. Certains vers, c'est jusqu'à 5 à 10 000 sur un mètre carré. Voilà, c'est un garde-manger très important pour les oiseaux migrateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a des études qui sont faites sur les oiseaux depuis longtemps, sur la migration des oiseaux, et depuis maintenant quelques années, une décennie, voire 2 décennies, on va placer sur certains oiseaux des balises GPS. On va un petit peu en déplacement. On a eu justement le retour il y a quelques semaines d'un oiseau qui a été équipé d'une balise GPS l'année dernière, au mois de juillet 2019, en baie de Canche. Je ne sais pas si vous connaissez le Touquet, étape. Oui, étape. C'est un courlis corollier. C'est un petit échassier, on va dire de la grosseur d'un pigeon, grosso modo, avec un long bec encurvé vers le bas. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Cet oiseau, il a été suivi pendant 1 an à peu près. Donc il est parti au mois de juillet 2019 en migration. Il est passé par l'Atlantique, il a rejoint l'Afrique, il est passé par la Guinée, il est hébergé au Sénégal. Et puis il est resté 7 mois sur l'Afrique à peu près, pour ensuite remonter à partir du 30 mars. Il est reparti en migration prénuptiale, pour préparer la nidification. Donc il est passé vers l'est de l'Europe, le sud de l'Italie, puis est remonté vers la Russie. Et il a été repéré il y a quelques semaines de nouveau ici, au bout d'1 an en fait. Vous imaginez le trajet qu'il a parcouru. L'avantage de la balise GPS, c'est qu'on sait exactement le nombre, la distance qu'il a parcouru. Et en 1 an, il a parcouru très exactement 27 530 km. Imaginez pour un oiseau ce que ça représente. Donc ces zones sont extrêmement importantes pour eux dans la mesure où des trajets aussi importants nécessitent de s'arrêter pour à la fois se reposer mais aussi reprendre un maximum de force. Donc avec ça, plein d'autres endroits, ce sont vraiment des endroits extrêmement importants. C'est un exemple parmi tant d'autres, bien évidemment. Alors, ce garde-manger qu'on vient d'évoquer a tendance, certains vous diront, à se dégrader. Moi, je préfère le terme d'évolution. La baie de Somme évolue, comme tout milieu naturel, et l'évolution d'une baie et d'un estuaire, on appelle cela l'ensablement. La baie de Somme s'ensable énormément. Alors, juste quelques mots, sans rentrer dans le détail. L'ensablement, ce sont des sédiments d'origine diverses qui vont s'accumuler à l'intérieur de la baie de Somme. Un terrain qui finit par monter, et plus le terrain monte, moins la marée va venir inonder à coefficient identique. Les premières plantes colonisatrices vont apparaître, elles vont préparer le terrain pour les autres plantes. Et de par ce fait, toute cette zone végétale va avoir tendance à gagner. Et synonyme de progression de l'herbe, la baie
financé par ces végétalisés, avec des conséquences écologiques. Vient d'évoluer à tendance, du fait de cet ensablement, à diminuer au niveau de la superficie. Il est donc de moins en moins productif, donc moins d'alimentation. Donc on peut penser certainement moins d'oiseaux dans les décennies à venir. Ça veut dire que tout ça, où il y a de l'herbe, avant c'était comme ça. Ah ben avant c'était toute cette zone-là, moi je l'ai connue il y a une petite vingtaine d'années. Voilà. Le phare, là, la gauche du phare est là, toute cette zone-là était du sable. Donc ça va relativement vite, l'herbe progresse, donc conséquence économique. Avec ça, on a des pêcheurs à pied professionnels, il y a encore à peu près 500 pêcheurs à pied professionnels qui ont une grande partie de leur revenu de la récolte des coquillages. Le coquillage emblématique du littoral picard, vous le connaissez, ce sont les coques. C'est le gisement le plus important de France. Or là aussi, du fait de cet ensablement, ce gisement a tendance à diminuer. Et donc ça affecte et ça affectera nécessairement l'activité de pêche à pied professionnelle que nous avons sur la baie de Somme. Et voilà, le constat est là, la baie de Somme sans sable. C'est naturel, ça a été accéléré par la main de l'homme, de par ses activités. Il n'y a pas de solution pour contrecarrer ce phénomène d'ensablement. On peut retarder l'échéance, mais on ne pourra pas le stopper. Après, faut-il s'alarmer par rapport à l'évolution d'un milieu naturel? Moi, je ne le pense pas. Il faut bien se mettre à l'esprit, et je l'ai dit, qu'un milieu naturel, il évolue. Et que ce qu'on a devant nous aujourd'hui, eh bien, il y a des siècles et des millénaires auparavant, eh c'était complètement différent. Et je suis convaincu que dans les siècles et les millénaires à venir, ce sera là aussi complètement différent. Donc on est face à l'évolution d'un milieu et il faudra s'adapter sur le plan économique. Puis la baie de Somme va continuer à vivre. L'ensablement de la baie, ce n'est pas synonyme de mort de la baie de Somme. Elle va mourir telle qu'on l'a connue, mais elle va évoluer vers autre chose et elle vivra différemment. Pour l'instant, la végétation va gagner la partie, mais vous le savez, on est face à une évolution climatique. Je pense que maintenant tout le monde est d'accord pour dire que le climat évolue. On peut être d'accord ou non sur les raisons de l'évolution climatique. On est d'accord pour dire que le climat évolue. Et cette évolution climatique devrait logiquement impliquer une remontée du niveau des eaux, des conséquences sur le littoral. L'histoire de la baie de Somme n'est pas terminée. En fait, c'est ça la conclusion. Il y a plein de chapitres. Voilà, c'est comme ça. Un milieu naturel évolue, que ce soit le littoral, que ce soit les montagnes, tout évolue. On y est certainement pour quelque chose, on va certainement accélérer ou décélérer certains phénomènes. Voilà, il faut se mettre à l'esprit que la nature, elle évolue en permanence et elle continuera nécessairement à évoluer. Excusez-moi, vous dites que c'est les hommes qui ont accéléré l'ensablement, mais en quoi ils ont... Alors, il y a plusieurs raisons, on peut en citer au moins deux. Le canal de la Somme, entre Saint-Valery-sur-Somme et Abbeville, au XIXe siècle, qui a été mis en place, qui n'a fait qu'accélérer ce processus. La construction de digues. En fait, l'homme au Moyen-Âge, depuis le Moyen-Âge, et surtout au Moyen-Âge, s'est mis en tête de gagner des terrains sur la mer à des fins agricoles. On appelle cela de la poldérisation. Il ne faut pas en vouloir à nos ancêtres, parce qu'à l'époque, on parle bien du Moyen-Âge. Le but était de manger, voilà, donc gagner des terrains sur la mer, c'était important. Donc on a réduit la baie de Somme au niveau de la superficie. J'évoquais 7200 hectares il y a quelques instants. Il faut savoir qu'il y a quelques siècles auparavant, c'était 21 000 hectares. Donc on l'a divisé par 3. Ça a eu des conséquences. Une autre raison, le train à vapeur, je ne sais pas si vous le savez, il y a un train à vapeur qui fait le tour de la baie. Il y a une digue qui a été érigée en 1911, qui là aussi n'a fait qu'amplifier le phénomène d'ensablement. Donc en fait, peut-être mal exprimé, l'homme n'a pas recherché à ensabler la baie, mais ce sont ses activités qui n'ont fait qu'accélérer un phénomène naturel. Donc si on en est là aujourd'hui, c'est du fait naturellement qu'une baie s'ensable, mais du fait aussi des interventions humaines au fil des siècles passés qui n'ont fait qu'accélérer ce phénomène d'ensablement. Et voilà, on en est là de toute façon et on ne pourra pas faire grand chose. Il faut savoir quand même que d'après les dernières modélisations qui ont été faites, on a fait faire ce que l'on appelle de la projection pour voir ce qui allait se passer éventuellement. Les résultats des projections, c'était la baie de Somme colmatée par l'extension des Molières à l'horizon 2030. Donc on est en 2020, je vous le rappelle. On arrive, alors ça reste de la modélisation, les résultats, même s'ils sont quand même relativement fiables, ils ont été faits il y a une vingtaine d'années en arrière, ces modélisations, 20-25 ans, donc il y a des paramètres comme l'évolution climatique qu'on n'a pas forcément enregistré, on peut difficilement enregistrer d'ailleurs. Mais même si c'est 20 ans ou 30 ans, je veux dire à notre échelle à nous, d'un être humain, 20 ou 30 ans de plus, c'est pas négligeable quand même.
à l'échelle de la Terre, rien. C'est là, c'est dans quelques secondes. Oui, là, ça arrive très vite. Mais c'est comme ça. Moi, je pars du principe que, comme je le disais il y a quelques instants, un milieu naturel, il évolue de toute façon. La vie n'est pas figée. Notre propre vie et la vie de l'environnement, de la Terre n'est pas figée, elle est en perpétuelle évolution. Tout évolue, quand vous regardez bien, la société évolue, l'économie évolue, les mentalités, elles évoluent. Et la nature, il faut faire avec. C'est facile à dire, mais le constat, de toute façon, il est là, donc il faut faire avec nécessaire. Voilà pour la présentation en tout cas de cet endroit. Une petite question, la baie de Somme, elle est classée? Oui, après il y a différents types de classements. UNESCO, non, pas à ma connaissance. Elle fait partie d'un parc naturel marin, déjà quelques années. Maintenant, elle fait partie depuis quelques semaines, c'est officialisé, du parc naturel régional. Après, c'est un domaine public maritime. Logiquement, on ne peut pas construire dans un domaine public maritime. En France, il y a des lois. Et il y a une loi, c'est la loi littorale. Mise en place dans les années 60 ou 70, qui justement limite les constructions sur le littoral. Et ici, on a une certaine aubaine, c'est que le développement touristique est relativement récent, une vingtaine d'années en arrière. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on avait un retard assez important sur le plan touristique, on n'a pas fait les mêmes erreurs que dans d'autres départements. Ce qui fait que si vous regardez, bon là aujourd'hui, c'est pas évident, on reste sur un littoral qui est très peu urbanisé. C'est une aubaine. Donc elle fait partie de différents types de classements, mais en tout cas au niveau des constructions, je pense qu'à ce niveau-là, on est relativement. Voilà, donc on va se mettre en route, on va partir tout doucement en direction du littoral. Donc, je vous le disais, hein, du Galet au départ, et puis après on verra, ça sera un terrain qui sera un petit peu différent. On est parti? C'est pas mal les bottes. C'est une première.
Regardez la forme, ça ressemble un petit peu aux verrières. Alors, les grandes marées qui sont au-dessus de 90, tous les mois, et on décalé d'une quinzaine, d'une vingtaine de jours, et c'est pour le cycle d'implantation des descendants. Les mailles constituent un ensemble de la descendre, hein. C'est la marée descendante. Évidemment, on part très souvent en marée descendante, du moins en tout cas à chaque fois ici sur ce secteur-là. La marée, c'est quelque chose d'important lorsqu'on vient sur un littoral pour exercer une activité, qu'elle soit de loisir ou professionnelle. Hein. On doit nécessairement faire attention aux tributaires de ce phénomène des marées. On évoque un rythme des marées. Donc il y a une alternance marée montante, marée descendante. Et sous nos latitudes, il y a 2 marées montantes et 2 marées descendantes par jour. C'est par jour lunaire, c'est 24h50. Ça porte un nom, le rythme des marées, c'est un nom qu'on entend rarement. On évoque le rythme tidal, ça s'écrit T-I-D-A-L, ça vient de l'anglais tide, qui veut dire marée. Les activités économiques, comme la mienne, sont liées à ce phénomène des marées. Et l'activité des animaux qui vont vivre en permanence sur le site, elle est liée aussi à ce phénomène des marées. Les oiseaux, par exemple, lorsque la marée descend, eh bien c'est le restaurant qui ouvre ses portes, il s'alimente au sein de ce restaurant. Lorsque la marée monte, le restaurant va fermer ses portes pour laisser la place à l'hôtel. Et l'hôtel le plus coté pour les oiseaux, c'est le parc du Marconder, qui est situé en périphérie de la baie. Pour les phoques, vous verrez, c'est le contraire. La marée descend, c'est l'hôtel qui s'ouvre. Ils vont se reposer sur des bancs de sable. D'ailleurs, si vous regardez bien là-bas au fond, on voit une grosse colonie qui est là-bas déjà. Sur le sable, on voit plein de taches. Noires, c'est beige. Les phoques qui sont là-bas, on va se reposer sur des bancs de sable. C'est l'hôtel. Lorsque la marée descend, l'hôtel se ferme pour laisser place au restaurant qui vont s'alimenter dans l'eau. Donc on voit bien que l'activité, c'est une question de marée après. Voilà. Lorsque la mer est là, ils sont dans l'eau. Lorsque la marée descend, ils vont sur les bancs de sable pour se reposer. Lorsque les bancs de sable commencent à découler, ils vont sur les bancs de sable pour se reposer. Donc voilà, l'activité, on le voit bien, elle est liée à ce phénomène des marées. Alors, si vous êtes amené à revenir en baie de Somme ou à revenir sur un littoral, faites attention à ce phénomène des marées. Dans une baie et dans un estuaire, ce phénomène des marées peut s'avérer dangereux. Alors, quels sont les 2 dangers liés à ce paramètre marée? À la fois, vous avez la vitesse de la marée et l'encerclement sur les bancs de sable. La vitesse de la marée, elle est plus ou moins importante selon différents paramètres, mais en forte marée, lorsque la marée arrive à l'entrée de la baie, là-bas tout en haut, lorsque la mer monte, on a des courants de marée montante à l'entrée de la baie qui peuvent avoisiner les 3 mètres secondes. C'est pas loin de 11 km/h. Vous voyez, ça va quand même relativement vite. Il y a une vague qui se forme, on surnomme cela un mascaret. Vous connaissez ce terme. Ce mascaret rentre par les points bas, c'est normal, va encercler les points hauts et va remonter potentiellement plus ou moins sur ces points hauts. Le danger étant de s'aventurer sans se soucier justement de l'horaire de la marée. On se fait encercler, je vous laisse imaginer la suite.
C'est où qu'on voit les horaires des marins? Juste là en fait, là où il y a la petite cabine, là, derrière les horaires sont marqués. Ils sont consultables là, ils sont consultables dans les journaux locaux tous les jours, ils sont consultables sur internet, hein, vous pouvez trouver tout de suite, sachant que ici on a un arrêté préfectoral qui va vous conseiller de remonter 3h30 avant l'heure de la pleine mer. D'accord, afin de ne pas vous faire piller. Faites attention à ça. Faire attention à la marée, c'est pas spécifique à la baie de Somme, c'est spécifique à tout domaine maritime, il faut faire attention à ça. Imaginez lorsque les marées sont très fortes, au-dessus de la végétation, on a évoqué tout à l'heure, lorsque la mer est pleine, on a entre 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres d'eau à certains endroits, au-dessus de la végétation. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut avoir ici. En forte marée, l'eau arrive quasiment en haut de la digue de Galets. Imaginez le volume d'eau qu'on peut avoir, donc c'est quand même assez important. Donc faites attention à ça. Vous me parliez d'horaire de marée. Un carnet de marée est valable à un endroit bien précis. Il faut s'imaginer la marée en fait comme une onde qui va se déplacer sur le globe. Donc, comme elle se déplace sur le globe, elle n'est pas à tous les mêmes endroits aux mêmes horaires. Je prends toujours un exemple que tout le monde connaît certainement en France, Saint-Malo, en Bretagne, la cité corsaire. Mais entre Saint-Malo et la baie de Somme, au niveau des horaires de marée, on est à peu près sur 5-6 heures de décalage. Autant vous dire que si vous partez en vacances à Saint-Malo en partant d'ici avec le carnet de marée baie de Somme, ou inversement, vous allez avoir un très gros problème. Une marée de décalage quasiment. Donc faire attention à ça. Voilà, c'est important. C'est vraiment ce phénomène des marées qu'il faut appréhender et bien connaître l'horaire et anticiper, remonter un certain temps à l'avance afin de ne pas vous faire piller. On va descendre le cordon de galère. Bármit mondom a vezető, azt figyeljetek, amit csinál. Ez a fontos. Főleg merre jár, merre lép. Ez a nagybeton valami, ez egy német bunker volt. Csak elmosta a víz és kimosta a hófat alól. Oui, c'est normal. Pourquoi ça te choque? Pourquoi la mer, elle est comment chez toi? Non, mais c'est où tu peux? Franchement, c'est dommage parce qu'elle est bonne. Là, il y a
Là, on va faire une première observation que vous commencez à parler. Alors, pour regarder, c'est très simple. Paire de jumelles. Vous voyez, là, c'est relativement un petit peu flou, mais si ça vous paraît un petit peu trop flou, le zoom, qui est là, vous ne touchez pas. Par contre, vous avez deux molettes qui sont là, juste au-dessus, tout en regardant à gauche ou à droite, afin que ce soit le plus clair possible. Si vous ne voyez pas, vous me le dites. À un moment, ça se verra. Pour l'instant, regardez dedans. En fait, comme je vous le disais, hein, là pour l'instant, on est adapté par rapport au milieu. Là pour l'instant, la marée est là. Évidemment, on va s'avancer, on va progresser par là. Et là, donc, et là justement, on voit là. C'est éclairé justement par le soleil, si tu veux bien. Et évidemment, le nu là, on voit, on aperçoit des tas, que ceux qui sont là-bas. Alors, donc, occupez-en chacun votre tour. Ott vannak még, látom, szóval szemmel Quelques is mots lehet sur látni. ces mammifères marins. Ezek a kis foltok. La présence des phoques en baie de Somme peut étonner, effectivement, dans la mesure où, généralement, on pense que ces animaux vivent essentiellement à des endroits où il fait très froid. On associe leur présence au grand froid, en règle générale. C'est pas une idée reçue, dans la mesure où il y a des phoques en Arctique et en Antarctique, mais il y a des phoques à différents endroits dans le monde. Donc, si on part du nord, il y en a en Scandinavie, ensuite il y en a aux Pays-Bas, au Danemark, en Angleterre, en France, pas que sur la baie de Somme, hein, c'est pas le seul endroit où on va pouvoir en trouver. La baie de Somme, c'est quand même le site en France où on a la plus grande colonie de phoques veaux-marins, en l'occurrence. Alors on a deux espèces qui sont représentées, il y a le phoque veau-marin et le phoque gris. C'est essentiellement du phoque veau-marin, dans la mesure où cette espèce est inféodée essentiellement aux zones sableuses. Le phoque gris préfère plutôt les côtes rocheuses. Le phoque gris en France, il faut aller en Bretagne, du côté de la mer d'Iroise, de Molène, et à 7 îles, je ne sais pas si ça vous parle. Il y a une colonie de phoques gris qui se trouve là. Donc là, ils sont sur les bancs de sable. Ils sont loin pour le moment, bien évidemment. Eux ne vont pas s'approcher, hein. C'est nous, quand ils vont s'approcher, c'est un petit peu différent. Il y en a combien Voilà, il y en a là-bas, il y en a 150 sur 150 200. Mais non, c'est pas possible. Ils s'approchent. Là-bas, c'est pas de problème. 150 sur. Après, vous voyez, j'ai sous la sédance. On a eu un pic il y a 3 ans en arrière, on a eu un pic à 900. Et là, on a une partie de la colonie. Et la durée, leur durée La longévité, c'est 20 à 30 ans. Ah oui, quand même. C'est à peu près Un ça. chat, quoi. Non, plus que Là, ils sont sur les bancs de sable. Et je le disais, 20 à 30 ans. l'objectif, c'est le repos. Sur le banc de sable, c'est qu'ils ne bougent pas beaucoup parce qu'ils se reposent et ils ne sont pas très à l'aise sur les bancs de sable. Ce sont des animaux qui ne sont pas adaptés pour vivre sur un banc de sable, pour vivre sur la terre ferme. Ils sont plutôt adaptés pour vivre dans le milieu aquatique. Les phoques font partie des mammifères marins. Et chez les mammifères marins, il y a plusieurs familles. Vous avez la famille des cétacés, vous connaissez certainement à travers certaines baleines. Vous avez la famille des siréniens, je ne sais pas si ça vous parle, le dugong et le lamentin. Essentiellement. Et puis il y a une famille qui nous concerne là, en l'occurrence à travers les phoques, c'est la famille dite des pinnipèdes. Les pinnipedia en latin, ça signifie pied en forme de nageoire. Les phoques en font partie, les otaries en font partie, le morse en fait partie. Sauf que, entre les phoques et les otaries, il y a quand même quelques différences et on va en citer une, ça c'est au niveau des nageoires. Les otaries ont des nageoires relativement longues, elles vont pouvoir les replier sous leur corps et se déplacer assez aisément sur la terre ferme. Les phoques ont des nageoires extrêmement courtes, eux ne peuvent que ramper, ils sont très mal à l'aise sur le sable, sur la terre ferme. Donc on doit toujours maintenir une certaine distance avec les animaux afin de ne pas les déranger. Si on s'approche trop près, on occasionne des dérangements, on occasionne des mises à l'eau, des perturbations du métabolisme de l'animal.
l'animal, et au fur et à mesure de dérangement, il pourrait pourquoi pas déserter la zone. On doit toujours maintenir une certaine distance lorsqu'ils sont sur les manches. Ah non, sur le sable. Il faut penser marée. Là, donc la marée descend, ils se reposent, ils dorment, ils se reposent en tout cas, et puis la marée monte, ils sont dans l'eau, alternativement de jour comme de nuit. Mais dans l'eau en permanence. Sauf quand la marée descend. Ouais, Après, lorsque la marée est là, effectivement, mais ils ils sont dans vont l'eau. rester des jours dans Ah, l'eau. ils peuvent rester plusieurs heures. Plusieurs heures. Ah, ce sont des animaux voilà, qui ont un corps adapté pour pouvoir justement vivre dans l'eau. Le corps est qualifié de fusiforme, pour se déplacer plus facilement. Ils ont un espace intervertébral entre chaque vertèbre plus important que le nôtre. Ils ondulent leur corps plus facilement. Ils sont capables de nager rapidement, ils sont capables de faire des apnées extrêmement longues. Donc dans l'eau, ils ne risquent rien. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés, ça peut nous arriver de voir un individu dans l'eau, quelques individus, sortir la tête de l'eau, regarder dans votre direction. Et pourquoi pas s'approcher, par curiosité. Car dans l'eau, il est à l'aise, et lorsqu'il a la tête hors de l'eau, il voit flou, il serait myope en fait. Donc par curiosité, il s'approche. Et si un jour, ça peut vous arriver, vous avez l'occasion de voir un phoque dans l'eau relativement proche, vous aurez l'impression qu'il pleure. Alors cela vient du fait chez ces animaux de l'absence du canal dit lacrymal. Et le canal lacrymal, c'est le canal qui va écouler le fluide de l'œil. Chez les bébés, souvent, le canal est bouché, je pense que vous avez déjà vu. On va justement déboucher ce canal. En particulier, voilà, c'est le canal qui écoule le fluide de l'œil. Comme il n'a pas ce canal, on a l'impression que l'œil est mouillé en fait, qu'il va pleurer. Ah non, il n'a pas de branche. Il doit remonter à la surface, il fait de l'apnée. Ah ouais. Il y a un système pulmonaire. C'est un mammifère. L'apnée pendant longtemps. Le maximum enregistré chez un flambeau marin, de ce que j'ai lu, c'est une bonne 28 minutes. Vraiment maximum. On parle bien de donner le maximum. Mais ils ont une capacité à rester vraiment en apnée assez. Ils mangent des poissons. Essentiellement. C'est un bon Pas pêcheur. extra. Ce sont des animaux essentiellement adaptés. Justement, trouver leur alimentation. On expliquera tout à l'heure comment ils font. Ils sont aucun prédateur ici. Ils sont en haut de la chaîne alimentaire. Le seul prédateur, c'est vous et moi, de par notre comportement.